Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 20 juin 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 166 du podcast. Aujourd'hui, je vais commencer par vous partager une analyse technique du côté des indices boursiers américains, donc le SP500, l'indice Nasdaq. Je vais également vous reparler de la décision de la Fed concernant le taux directeur. Et en même temps, je vais aussi vous parler du secteur de l'immobilier commercial aux États-Unis qui est à risque. Donc, je vais expliquer un peu les pressions qui se trouvent dans ce secteur-là. Et je vais finir l'épisode avec le remboursement de vos prêts étudiants qui pourrait vous coûter pas mal plus cher. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même une hausse conséquente du taux directeur. Donc, je veux un peu vous reparler de qu'est-ce qui se passe avec ça. Je vais commencer tout de suite en regardant les graphiques du SP500 et de l'indice Nasdaq. À noter que hier, les marchés boursiers américains y étaient fermés parce que le 19 juin, c'est un congé férié aux États-Unis. Et là, si je prends le graphique du SP500 et celui du Nasdaq, selon l'analyse technique, on peut voir que le momentum haussier, il commence à s'essouffler. Autrement dit, à court terme, je m'attends à ce qu'il y ait une correction parce que si on regarde du côté des indicateurs techniques, là on parle plus précisément des oscillateurs, on peut voir qu'on est dans un niveau de surachat. Par exemple, si on regarde le RSI, étant donné qu'on a dépassé le niveau 70, on est en surachat, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une normalisation. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait un retracement à la baisse. Et c'est ce qu'on peut théoriquement s'attendre si on regarde du côté technique. Mais quand même, si on regarde présentement la big picture, du côté, encore une fois, du côté du graphique, on est quand même dans une tendance haussière. On est sorti du trading range des derniers mois. Et là, on reste au-dessus également de la moyenne mobile sur 200 périodes. Et je pense que le hype de l'IA, de l'intelligence artificielle, ça pourrait continuer de pousser le Nasdaq à la hausse, du moins pendant encore un petit bout. Mais comme je vous dis, à très court terme, les prochains jours, peut-être 1 à 2 semaines, je m'attends à ce qu'il y ait une légère correction. Et si je regarde du côté de mon portefeuille, visiblement, depuis le début de l'année 2023, ça va super bien. On a un bon rendement de ce côté-là. Et mention spéciale à Netflix. Netflix qui est rendu à 435$ par action, soit une hausse de 130% depuis mon dernier achat il y a un an. En d'autres mots, là, pour vous donner une idée, si tu as investi 10 000$ il y a un an, mais là, tu as monté ça à 23 000$ sur une période de 12 mois. Fait que si tu as fait ça dans ton CELI, tu as un 13 000$ de gain non imposable en dedans d'un an et juste avec ce titre-là. Là. Encore là, il fallait que tu l'achètes quand je l'ai acheté au mois de juin 2022. Mais reste que Netflix, c'est une compagnie que tout le monde connaît, ou pratiquement tout le monde. Donc, c'était pas impossible de tomber là-dessus. Donc, grosso modo, c'est pas un mauvais move. Et ce qui explique un peu la remontée de Netflix, c'est les deux stratégies qu'ils ont décidé d'adopter. Et les deux stratégies ont très bien fonctionné. Premièrement, il y a le forfait moins cher, donc l'abonnement qui vient avec de la publicité. De ce côté-là, ça a attiré pas mal de nouveaux abonnés. On parle de plus de 5 millions d'utilisateurs actifs sur l'abonnement moins cher, mais avec de la pub. Et deuxièmement, il y a aussi la nouvelle politique qui empêche le partage de mots de passe. Tout le monde au début capotait là-dessus, puis ça chialait d'un bord puis de l'autre. Et ils ont fait ça ici au Canada depuis quelques mois. Si vous avez pu le voir, là, on ne peut plus maintenant partager nos comptes avec nos amis puis notre famille à l'autre bout du monde. Il faut vraiment habiter sous le même toit pour être en mesure de share notre raconte. Mais grosso modo, aux États-Unis, ça a été fait assez récemment. Donc, en fait, c'était à la fin du mois de mai, donc le mois passé. Et même principe là-bas, ça a chialé aux États-Unis. Tout le monde disait qu'elle allait se désabonner puis que ça n'avait pas d'allure. Mais finalement, on a pu voir que
Ben, juste le 26 et le 27 mai, Netflix a enregistré 100 000 nouveaux abonnements par jour. Donc ça, c'est pas mal du jamais vu. La dernière fois que ça montait de même, c'était durant la COVID. Donc visiblement, la nouvelle politique anti-partage de mots de passe, ça fonctionne parce que les gens tiennent assez au contenu de Netflix, surtout au contenu exclusif, pour que ça vaille la peine qu'ils se créent leur propre compte puis qu'ils payent de leur côté un abonnement distinct. Donc, ça fonctionne et ça se reflète très bien au niveau du prix des actions. Comme je vous dis, on parle d'une remontée de 130% en un an. Donc, c'est probablement mon meilleur pic de 2022. Sinon, si on revient à l'annonce de la Réserve fédérale mercredi passé, comme on avait anticipé, on a pu voir que la Fed a décidé de maintenir son taux directeur à 5,25%, ce qui vient confirmer une pause pour la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Par contre, selon les dernières projections de la Fed, de leur côté, ils envisagent encore 2 autres augmentations du taux directeur d'ici la fin de l'année 2023. Donc, si on y va à coût de 25 points de base, ça amènerait le taux directeur à 5,75%, donc quasiment 6%. Évidemment, malgré la pause de la Fed, les marchés boursiers américains ont mal réagi. Évidemment, c'est dû à l'annonce de Powell concernant le potentiel des prochaines hausses pour ramener l'inflation à 2%. Mais personnellement, je ne suis pas tant convaincu que la Fed va vraiment remonter le taux directeur encore 2 autres fois. Je pense que Powell avait comme pas le choix de dire ça pour donner l'impression de vouloir continuer de lutter contre l'inflation. Mais dans les faits, je pense que la Fed est consciente que l'économie américaine est de plus en plus fragile. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous parler de la problématique concernant le marché immobilier commercial aux États-Unis. Donc en fait, premièrement, c'est quoi l'immobilier commercial? Bien, ça représente en fait les propriétés, les bâtiments qui sont utilisés exclusivement par des entreprises dans un contexte d'activité commerciale. Donc, généralement, c'est des espaces qui sont loués par des compagnies dans le cadre de leurs opérations. Et tu sais, on peut penser par exemple aux magasins, aux centres d'achat, aux bureaux de travail, aux restaurants, aux entrepôts, etc. Et le risque avec ça, c'est du côté des banques américaines qui sont des prêteurs dans le secteur de l'immobilier commercial. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. C'est que présentement, c'est sûr qu'il y a une pression au niveau des propriétaires de bâtiments commerciaux parce qu'il y a une hausse du télétravail. Donc, la tendance du monde à travailler de la maison, ça fait en sorte qu'on va se retrouver avec un taux d'inoccupation plus élevé parce qu'il y a moins d'employés dans les bureaux. Et en même temps, aux États-Unis, vous le savez, il y a eu aussi une augmentation rapide des taux d'intérêt. Donc, le taux directeur qui est rendu présentement à 5,25%. Donc, si on combine ces deux éléments-là, ça fait en sorte que, par exemple, une entreprise qui a un prêt pour une tour à bureau, elle pourrait se trouver avec des revenus locatifs qui ne suffisent pas à payer leurs dettes auprès de leur banque. Puis tu sais, on s'entend, c'est assez logique. S'il y a moins de compagnies qui louent des espaces commerciaux et que simultanément, les intérêts pour les prêts sont plus élevés, ce qui a de bonnes chances d'arriver, c'est que les propriétaires de certains bâtiments, des bâtiments commerciaux, ils ne soient plus en mesure de faire leur paiement. Et dans ce cas-là, dans le cas où il y a des défauts de paiement, ben les banques ils vont se retrouver à devoir saisir ces propriétés-là et devoir les revendre pour essayer de se rembourser. Sauf qu'il faut considérer quelque chose, il faut qu'ils réussissent à vendre des propriétés commerciales dans un contexte où la demande pour des propriétés commerciales est très basse. Donc c'est clair que cette problématique-là, ça pourrait causer des pertes énormes dans le secteur bancaire. Donc, encore une fois, le secteur bancaire qui se retrouve à risque, on parle quand même de dizaines de milliards de dollars
en perte potentielle. Et ce scénario-là serait vraiment particulièrement catastrophique pour les banques américaines qui ont un gros exposure au marché immobilier commercial. Bref, je suis convaincu que c'est un autre élément qui va faire réfléchir la Fed par rapport à la hausse du taux directeur aux États-Unis parce que plus les taux d'intérêt sont élevés, plus tu mets de la pression sur les emprunteurs. On s'entend, c'est voulu, c'est pour ralentir l'économie. Sauf que là, si ça pète du côté du secteur de l'immobilier commercial, c'est les banques américaines qui vont prendre la claque. Et si on se fie à l'histoire, au passé des États-Unis, les États-Unis, ils ne laissent pas leurs grosses banques faire faillite. Fait que oui, en 2008, il y a eu Lehman Brothers qui a fait faillite suite au défaut de paiement. Dans ce temps-là, c'était dans le secteur des hypothèques résidentielles. Et c'est ça qui a créé justement la crise financière de 2007-2008. Par contre, quand la crise des subprimes a commencé à affecter les gros joueurs comme JP Morgan, Goldman Sachs, le gouvernement s'en est mêlé. Puis le gouvernement s'est endetté pour venir sauver les institutions financières. C'est ce qu'on appelle un bail-out. Mais au final, le pays s'endette. Mais c'est qui paye la dette du pays? C'est les contribuables. Fait que finalement, les banques, tout ce qu'ils font comme erreur, ou plutôt quand ils veulent essayer de maximiser leur profit en prenant trop de risques, c'est jamais eux qui assument le risque pleinement parce que dans le pire des cas, il y a le gouvernement qui va venir les bail-out. Donc c'est sûr que c'est peut-être ça qui va se répéter, mais au lieu du côté résidentiel, ça va peut-être être du côté commercial parce que là, justement, c'est les tours à bureaux, puis les centres d'achat, puis tout ce secteur-là qui est un petit peu plus problématique. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui va se passer, mais grosso modo, c'est sûr que ça vient bloquer la Fed du côté de la hausse des taux d'intérêt parce qu'ils ont ça en arrière de la tête, puis ils ne veulent pas non plus créer une crise financière, quitte à garder encore l'inflation plus élevée sans faire péter le système bancaire. Et pour finir l'épisode d'aujourd'hui, je veux revenir rapidement sur le remboursement des prêts étudiants. Donc, en fait, c'est pour vous laisser savoir que depuis la hausse du taux directeur à 4,75% au Canada, le taux d'intérêt pour ceux qui doivent rembourser leur prêt étudiant, il est rendu à 7,45%. Et là, ce qu'il faut comprendre avec cette histoire-là, c'est que depuis environ 2 ans, le gouvernement avait suspendu le paiement d'intérêt sur les prêts étudiants. Ça a été une mesure qui a été adoptée durant la pandémie de la COVID. Mais là, depuis mars 2023, c'est terminé. C'est-à-dire que, pas tout à fait, là, pour le reste des provinces du Canada, la suspension des paiements d'intérêt est toujours valide. C'est-à-dire que c'est toujours le gouvernement qui assume les intérêts des prêts étudiants. Par contre, de notre côté, au Québec, vous devez maintenant continuer de rembourser le capital et les intérêts de votre prêt étudiant. Et comme je l'ai dit, le taux d'intérêt il est rendu à 7,45%. Pour ceux qui se demandent 7,45%, ça sort d'où? En fait, c'est vraiment simple, là. Le taux d'intérêt sur les prêts étudiants, c'est calculé à partir du taux préférentiel plus 0,5%. Donc là, si on regarde, le taux préférentiel est rendu à 6,95%. Donc on ajoute un demi-pourcent et là, on arrive à 7,45%. Tout ça pour dire que ça va nécessairement affecter le remboursement de votre prêt étudiant parce que ben là, ça fait 2 ans que tu ne payais pas d'intérêt sur ton prêt étudiant. Tu remboursais uniquement le capital. Mais là, 2 ans plus tard, là, vous recommencez à payer les intérêts et les intérêts sont plus à 3-4%. Le taux d'intérêt il est rendu il dépasse 7%. Donc, c'est sûr que ça va vous coûter cher en intérêt si vous avez décidé d'étirer les paiements sur 5-10 ans. Il y a beaucoup d'intérêts là-dedans et ça va faire en sorte que, comme je vous dis, votre dette de 10 000 $, ça va faire pas mal plus que 10 000 $ en calculant les intérêts. Donc, c'est quelque chose à être conscient. Regardez de ce côté-là. Peut-être que ça serait bon de le rembourser plus rapidement pour éviter de gaspiller de l'argent en intérêt.
En fait, ça dépend vraiment de votre situation spécifique. Le but ici, c'est pas mal plus de vous partager que c'est rendu à 7,45%. Si tu ne checkes pas ça de manière assidue, tu serais peut-être passé à côté. Donc, c'est vraiment d'être conscient que les taux d'intérêt, un, ils ont affecté vos prêts étudiants et que deux, au Québec, vous devez recommencer à payer vos intérêts. La suspension des paiements d'intérêt, c'est terminé. Donc, je termine l'épisode là-dessus. J'espère que vous avez trouvé le contenu pertinent. J'espère que vous avez appris une coupe d'affaires puis que ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce qui se passe du côté des marchés boursiers, de la Fed et surtout de notre côté au Québec avec les prêts étudiants. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.